Pour bien comprendre cette vidéo, il faut d'abord voir ce que j'ai publié précédemment. Je définis comme stress le trouble mental résultant de l'obligation de concrétiser des efforts épuisants qui peuvent être corporels ou mentaux. En plus, on observe qu'ils se génèrent sur la base de la réalisation de comportements qui ne produisent en eux-mêmes aucune classe de perception d'une quelconque forme d'agrément. En effet, l'individu astreint à réaliser un travail épuisant est souvent routinier parce qu'il doit donner à manger à sa famille, dont l'accomplissement ne lui produit aucun type de plaisir, ne peut pas être considéré comme étant heureux lorsqu'il le concrète. En outre, on remarque que si la réalisation d'un effort accablant ou la perception d'une sensation d'angoisse devient trop intense, elle finit par provoquer chez la personne qui la souffre un moment de stress. Mais lorsque cette classe de labeur ou de perception se concrétise fréquemment, elle finit par provoquer chez l'individu qui la réalise un véritable état de stress. Beaucoup d'êtres humains actuels se voient obligés d'effectuer un travail épuisant qui ne leur apporte en lui-même aucune classe de satisfaction pour sustenter leur existence et souvent celle de leur famille. Pour l'accomplir pendant des années, ils finissent très souvent par souffrir un état de stress pratiquement permanent. De même qu'un élève peut être soumis à la pression de son environnement et se voir obligé de passer des heures, des jours, des mois et des années étudiant sans avoir la sécurité de pouvoir obtenir le diplôme qu'il nécessite, chose pour laquelle il peut subir un véritable et continu état de stress tout au long de cet apprentissage. Également, une personne qui doit supporter une menace pendant une période très prolongée peut finir par se sentir stressée. Ces exemples montrent que l'état de stress acquis sur la base de l'obligation de concrétiser ou de ressentir pendant une longue période des comportements qui impliquent l'exécution d'un effort physique et ou mental qui ne provoque en lui-même aucune perception d'une sensation de plaisir, malgré que le résultat de cet effort, s'il peut parfois la causer, bien qu'il provoque systématiquement le captage de sa part de celle de lassitude. À cette occasion, il faut tenir compte que, comme chaque être humain possède des caractéristiques mentales et corporelles uniques et particulières qui le distinguent de celles des autres, les efforts qu'il peut fournir sont distincts en intensité et quantité de ceux que peuvent réaliser ces derniers. De là, il est entendu que peuvent exister de notables différences entre l'intensité du stress qu'il peut ressentir et celle de celui que peuvent expérimenter d'autres êtres humains qui se trouvent être dans les mêmes conditions. Pour comprendre comment se produit l'acquisition de l'état de stress, il faut savoir que quand se produit un excès de répétition d'un effort durant un état de veille, succède l'épuisement de la personne. Pour cela, il est entendu que pour pouvoir exécuter un effort prolongé, le corps et l'encéphale de l'individu doivent générer les hormones qui le lui permettent, comme l'adrénaline et la noradrénaline. Dans ce cas, on observe que ces hormones qui agissent sur le métabolisme du glucose facilitent l'utilisation des graisses comme source d'énergie et cause l'augmentation du flux de courant sanguin. La production continue de ces hormones, entre autres effets négatifs, concerne non seulement les organes qui les engendrent, mais également le cœur et d'autres organes, en raison de qu'ils provoquent leur hyperactivation. En outre, on constate que la perception de la sensation de fatigue, auquel s'ajoute la correspondante à la captation de la part des neurones spécifiques qui les concernent, de la constante et par conséquent excessive présence de ces hormones dans le système circulatoire de l'individu, correspond à ce que j'appelle la sensation de stress. C'est-à-dire que quand cette production succède très souvent, cela implique que les endocrines et les zones cérébrales qui les génèrent s'habituent à les produire en quantité plus élevée que si ces comportements stressants ne seraient pas exécutés répétitivement. Quand cette production se réitère ainsi pendant une durée très prolongée, elle termine par devenir permanente et cause l'état de stress. Par conséquent, on constate que, comme dans le cas de l'addiction, ce trouble repose fondamentalement sur un excès de sécrétion hormonale. Pour activer l'élaboration d'énergie au niveau neuronal, l'adrénaline et la noradrénaline intensifient les sensations perçues par les êtres humains et les optimisent. En conséquence de cela, il est entendu que le caractère de ceux qui souffrent d'un état de stress permanent se voit directement concerné par cette optimisation. De là que les changements d'humeur deviennent intenses et surviennent de manière très souvent très brusque. Pour cela, leurs joies et peines sont perçues comme étant
brusque et intense. Bien que, en règle générale, comme la métabolisation des nutriments est accélérée à cause de cette même intensification de la production d'énergie au niveau neuronal, cela provoque une production excessive de déchets et de toxines qui sont perçus au niveau conscient comme étant un degré élevé de fatigue, lequel peut être capté d'une manière quasi permanente durant l'état de veille. Par conséquent, la personne constamment stressée souffre d'une fatigue pratiquement chronique. Pour cette même raison, quand l'élaboration de ces hormones est intense et continue, l'individu stressé, en vue que son équilibre hormonal est très élevé, s'accoutume à ne pas percevoir les petits changements qui peuvent succéder dans cet équilibre. Pour cela, il ne peut percevoir que des sensations très fortes. Pouvoir donner à manger et éduquer correctement ses enfants est souvent satisfaisant. Indépendamment de cela, il faut noter que se voir contraint d'accomplir répétitivement une tâche épuisante qui n'entraîne en elle-même aucun plaisir pour parvenir à les élever adéquatement n'implique aucune classe de plaisir en lui-même. Aussi, obtenir le diplôme désiré peut être très désagréable, bien qu'également il faut tenir compte que les longues heures d'études que cela nécessite sans avoir la certitude de pouvoir l'obtenir représente pour de nombreux étudiants peu satisfaisante. Également, ressentir la fin de la perception d'une menace ou d'une situation difficile à résoudre peut causer un notable soulagement. Par conséquent, il est entendu que la constatation du résultat de l'exécution d'un effort intellectuel et corporel prolongé, ou des deux conjointement, permet parfois de ressentir un moment de plaisir, chose qui ne concerne pas le stress en lui-même, qui doit être subi pour y arriver, mais est la conséquence de ce qui le cause. Grâce à que le stress se génère en fonction de l'exécution d'efforts, où on comprend que pour l'annuler, les êtres humains qui en souffrent doivent se reposer le temps nécessaire après avoir terminé de les accomplir, à qu'ils puissent recouvrer l'état d'équilibre des substances intégrantes du liquide céphalorachidien qu'ils détenaient précédemment à cette exécution, chose qui succède sur la base de que l'excédent de production des hormones qui le causent est compensé par l'élaboration de celles qui permettent de les contrôler. En effet, l'excédent de production de ces hormones, adrénaline et noradrénaline, est détecté par les neurones du noyau paraventriculaire de l'hypothalamus. Quand cela se produit, s'active en eux l'élaboration d'effets physiologiques qui provoquent la sécrétion des substances qui les contrôlent, ce qui se passe de façon indirecte chez l'être humain en fonction de la sécrétion d'un peptide dénommé facteur de libération de la corticotropine qui stimule la adénohypophyse pour qu'elle sécrète l'hormone adénocorticotropine qui contrôle l'adrénaline et la noradrénaline. Dans ce cas, on observe que lorsque le comportement générateur de stress comme l'étude d'une carrière s'effectue de manière personnelle, l'individu concerné peut prendre des délassements, lesquels, quand leur duration et fréquence sont adéquates, lui permettent de se reposer correctement des efforts que l'exécution de ce comportement provoque, chose qui permet de comprendre que lorsque l'état de stress est provoqué par la réalisation d'efforts réalisés de manière intentionnelle et uniquement dépendant du désir de l'être humain qui les concrétise, celui-ci peut donc ne pas les exécuter, les modérer ou les compenser par des repos en fonction de sa propre volonté. À cette occasion, il faut tenir compte de que la sensation de plaisir cause la production d'endorphines, lesquelles constituent elles-mêmes être de véritables régénérateurs du système physiologique. Pour cela, il est donc important d'essayer de trouver la forme de s'amuser au maximum pendant les périodes de repos dont on peut jouer après l'exécution d'efforts stressants. Mais parfois, lorsque cela dépend d'une inévitable, longue et continue obligation, comme celle d'accomplir un travail, il est presque impossible de se relâcher correctement en vue que l'accoutumance à la surproduction des hormones qui causent le stress implique qu'elles sont produites en excès, même durant les états de repos. Pour cela, durant ces derniers, cet individu se sent nerveux et sous tension, c'est-à-dire que l'excédent d'énergie qu'engendrent ces neurones endocrines pendant ces états de repos provoque en lui un état d'excitation qui ne lui permet pas de se reposer adéquatement. Dans le cas où il ne puisse pas éviter le développement et la poursuite de cet état de stress, celui-ci termine par épuiser le système physiologique de l'individu,
ainsi que les organes qui ne participent pas directement de ce système mais sont affectés par celui-ci, comme le cœur et les reins, qui l'hyperactivent au fil des décennies, ce qui finit par provoquer sa mort prématurée à cause de l'accélération du vieillissement de ces organes que cela provoque. Ce vidéo a été filmé sur la base de mon œuvre Altération de la conscience, laquelle repose sur mon autre œuvre, Le fonctionnement du cerveau, lequel, de même que la première, a été édité par Amazon.com/books, dans lequel se résument les recherches et découvertes que j'ai réalisées et démontrées sur les phénomènes qui altèrent le fonctionnement du cerveau humain.